L'or change de camp, et au Burkina Faso, les règles bougent d'un coup. Des contrats miniers sont réécrits, des audits disent avoir trouvé des écarts, et l'État avance 18 milliards de dollars de recettes tout en affirmant une production restée stable. Alors, qu'est-ce que cette mécanique change pour les citoyens et les investisseurs quand Ibrahim Traoré pilote une souveraineté qui se veut mesurable plutôt que proclamée? Parce que ici, le test n'est pas l'annonce, mais la capacité à compter, corriger, puis convertir ces recettes en effets visibles sans briser l'équilibre déjà fragile. Cette vidéo promet une chose simple: expliquer comment une réforme qui paraît technique dans l'or peut produire des effets politiques, économiques et sociaux bien au-delà des communiqués. Pour le public, l'intérêt est double. Comprendre les mécanismes réels derrière les audits, la réécriture des contrats, et la logique de compter d'abord, puis mesurer ce que cela peut impliquer pour la stabilité, l'investissement et la souveraineté. Mais l'enjeu n'est pas une victoire comptable ou un revers idéologique, c'est la capacité d'un État à reprendre la main sur une ressource stratégique sans provoquer une rupture brutale. Et c'est précisément là que le doute s'installe. Recettes record d'un côté, incertitude juridique et pression des marchés de l'autre. En quelques mois, un chiffre a suffi à faire basculer la perception: 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or annoncées sur une seule année, comme si le pays avait soudain trouvé une réserve cachée. Dans le même temps, la production déclarée n'aurait pas chuté, restant stable, puis revendiquée en hausse l'année suivante, ce qui contredit les scénarios les plus pessimistes. C'est ce paradoxe qui sert de clé de lecture pour comprendre le virage engagé sous Ibrahim Traoré. Non pas produire plus à tout prix, mais compter mieux, vérifier et déplacer le rapport de force. Pendant des décennies, le secteur aurifère burkinabé suivait une trajectoire presque mécanique: concessions accordées à des entreprises étrangères, exportations massives, retombées locales limitées et État cantonné à un rôle secondaire. La souveraineté existait surtout dans le discours, rarement dans les comptes. La rupture n'a pourtant pas pris la forme d'un choc spectaculaire. Elle s'est construite par des décisions administratives et comptables, discrètes mais cumulatives. Une nationalisation partielle de certaines mines n'a pas fermé la porte aux acteurs extérieurs, mais a redéfini les termes de la relation. Les audits systématiques ont déplacé le centre de gravité en privilégiant la vérification plutôt que la négociation, et ils auraient mis en lumière des volumes sous-déclarés ou des coûts artificiellement gonflés. À partir de là, l'or cesse d'être un simple produit d'exportation. Il devient un instrument de contrôle et de négociation dans un Sahel où chaque décision économique porte aussi une charge politique. Le premier personnage de cette histoire n'est pas un individu, mais une administration longtemps jugée trop faible face aux multinationales. Après la nationalisation partielle, des équipes locales sont mandatées pour examiner concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux, avec une mission claire: vérifier, comparer, corriger. Le changement initial ne se lit donc pas seulement dans les tonnages, mais dans la posture. L'État se présente comme arbitre actif, capable de demander des comptes et d'en tirer des conséquences mesurables. Sur le terrain, un second repère apparaît dans certaines zones rurales, où des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant comme relais locaux. Ils ne prétendent pas rivaliser avec l'industrie lourde, mais associent extraction, emploi et recettes fiscales plus identifiables, comme une vitrine d'un lien direct entre ressources et services publics. Les résultats restent modestes, mais ils offrent des signaux précoces d'une redistribution plus visible. Et c'est précisément ce détail qui nourrit l'attention. Car si l'or peut redevenir une affaire publique, alors la réforme n'est plus seulement une ligne dans un contrat, elle devient un test de crédibilité et une attente sociale. Avant le basculement, le secteur semblait figé dans une routine presque intouchable. L'or quittait le pays selon des contrats établis depuis des années, les flux financiers étaient prévisibles
et les retombées publiques restaient limitées, au point que la souveraineté économique ressemblait à un objectif lointain plus qu'à une réalité comptable. Ensuite, l'État enclenche le mouvement. Sous Ibrahim Traoré, l'État annonce une nationalisation partielle de certaines mines, présentée non comme une fermeture idéologique, mais comme une rupture de méthode destinée à reprendre une part du contrôle et renégocier des termes jugés déséquilibrés. Le ton change immédiatement. La question n'est plus seulement de produire, mais de compter, vérifier et arbitrer. Très vite, le rythme s'accélère. Des audits nationaux des concessions minières les sont lancés, ciblant volume déclaré, coûts d'exploitation et régimes fiscaux, comme un projecteur braqué sur des pratiques longtemps perçues comme opaques. Des sous-déclarations sont évoquées, des coûts excessifs sont questionnés et des arriérés fiscaux sont identifiés, transformant une procédure administrative en dynamique financière et politique. Puis, le moment le plus spectaculaire arrive avec l'annonce d'un chiffre record, 18 milliards de dollars de recettes d'exportation issues de l'or sur une année, brandi comme preuve d'un basculement réussi. Ce montant sert à deux messages. En interne, renforcer la légitimité de la réforme. À l'extérieur, signaler aux marchés et partenaires que les règles ont changé. Les réactions arrivent et presque aussitôt. Certains parlent de désinvestissement et d'incertitude juridique, d'autres soulignent la portée symbolique d'un État qui impose de nouvelles règles sans effondrement immédiat du secteur. Et l'État répond aussitôt, les autorités insistent sur un point clé, la production ne se serait pas effondrée, d'abord stable puis annoncée en hausse l'année suivante. Ce détail devient le bouclier central du récit, car il contredit la peur d'un choc brutal sur l'activité. Dans la foulée, le discours glisse vers l'usage des recettes. Santé, éducation, infrastructure et, dans certaines zones rurales, mise en avant de projets miniers plus petits associés à l'emploi. Ces initiatives restent limitées, mais elles alimentent l'idée d'une redistribution plus visible, comme si l'or cessait d'être seulement exporté pour devenir un levier de politique publique. À première vue, la séquence paraît cohérente. Décisions politiques, mesures techniques, chiffres emblématiques, puis efforts de consolidation. Et pourtant, la question reste suspendue. S'agit-il d'un pic conjoncturel ou du début d'un changement durable du rapport de force entre l'État et le secteur minier ? Avant la réforme, la crainte des marchés était simple. Toute reprise de contrôle risquait de faire chuter la production et d'assécher les recettes. D'abord, justement les exportations d'or, annoncées à 18 milliards de dollars sur une année, un niveau présenté comme inédit pour le pays et utilisé comme preuve d'une meilleure captation de valeur. L'idée n'est pas un boom soudain, mais une correction de méthode. Révision contractuelle, audits fiscaux et traçabilité accrue auraient révélé des écarts jusque-là invisibles. Dans cette lecture, les arriérés fiscaux récupérés ne créent pas une richesse nouvelle. Ils corrigent des années de sous-déclaration intégrées d'un seul coup dans les comptes publics. Ensuite, la production physique. La crainte initiale était un effondrement immédiat après la nationalisation partielle, or la production déclarée est d'abord présentée comme stable, avant d'être annoncée en hausse l'année suivante. Le chiffre brandi est celui de 70 tonnes produites, soit une progression de plus de 120% par rapport à l'exercice précédent, un delta spectaculaire qui alimente le récit officiel. Là encore, la lecture officielle insiste sur la méthode. Cette hausse reflèterait surtout une réduction des sous-déclarations plutôt qu'une expansion soudaine des capacités minières. Autrement dit, on ne produirait pas beaucoup plus, on compterait mieux. Enfin, l'allocation interne des ressources. Au départ, une forte dépendance à l'aide extérieure pour financer les infrastructures et les services publics. Ce qui est avancé, c'est une augmentation d'environ 15% des investissements locaux, évoqués par les autorités monétaires comme le signe d'une redirection mesurable des revenus miniers. Santé, éducation et infrastructure sont cités comme secteurs bénéficiaires potentiels, même si les preuves restent partielles et encore inégales selon les territoires. Mis bout à bout, ces chiffres dessinent une trajectoire cohérente. Meilleure captation, production non pénalisée, redistribution amorcée. Sous Ibrahim Traoré, les données deviennent ainsi des instruments politiques autant que des indicateurs économiques. Elles servent à démontrer
qu'une souveraineté peut être mesurée par des écarts observables entre un avant et un après, tout en laissant ouverte la question décisive de la durabilité de ces deltas face au temps et aux pressions extérieures. Les critiques commencent par un point central, lié à l'investissement étranger. À leurs yeux, la nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable, difficilement compatible avec un secteur qui exige des capitaux lourds et des horizons de rentabilité longs. Dans cette lecture, même sans effondrement immédiat, le simple changement de règles suffirait à détourner progressivement les multinationales, entraînant une baisse des flux d'investissement et un affaiblissement de la capacité productive à moyen terme. Cette crainte est renforcée par l'idée que la confiance des marchés repose moins sur les résultats ponctuels que sur la stabilité perçue des cadres réglementaires. Un deuxième point concerne les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que la gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, financières et juridiques élevées que l'administration burkinabé n'aurait pas encore pleinement consolidées. Ils évoquent le risque de mauvaise allocation des ressources, de décisions politisées, voire de nouvelles formes d'opacité, si le contrôle public progresse plus vite que les capacités institutionnelles. Dans un contexte déjà marqué par des tensions sécuritaires et sociales, cette fragilité administrative pourrait transformer une réforme ambitieuse en source de vulnérabilité supplémentaire. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux, car elles pointent des risques réels plutôt que des désaccords idéologiques. La réponse avancée par les autorités s'appuie toutefois sur des éléments issus de la réforme elle-même. Concernant l'investissement, elle souligne que la récupération d'arriérés fiscaux et l'amélioration de la captation de valeur ont permis de dégager des recettes records malgré un contexte d'attentisme de certains acteurs étrangers. L'argument est que la dépendance excessive à l'investissement extérieur constituait déjà une fragilité structurelle, masquée par la stabilité apparente des flux. Sur la question des capacités, les audits sont présentés comme un apprentissage institutionnel en cours. Ils auraient permis d'identifier des pratiques de sous-déclaration, de corriger des mécanismes opaques et de renforcer progressivement l'expertise interne. Sous Ibrahim Traoré, l'idée défendue est que la compétence administrative ne se construit pas par la délégation permanente, mais par l'exercice concret du contrôle. Le débat ne se situe donc pas entre efficacité et idéologie, mais entre deux conceptions du risque. Accepter une transition contrôlée avec des coûts à court terme, ou préserver un modèle jugé stable mais structurellement déséquilibré. C'est là qu'un basculement discret mais décisif apparaît. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur des chiffres, des audits et des contrats, comme s'il s'agissait d'un ajustement technique interne. À partir de là, la dynamique cesse d'être uniquement nationale pour devenir un signal observable au-delà des frontières. Sous Ibrahim Traoré, les résultats annoncés ne sont plus présentés comme des anomalies locales, mais comme les éléments d'une méthode cohérente susceptible d'être regardée, évaluée et éventuellement reproduite. La nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilité de la production forment désormais un ensemble lisible. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être interprété comme conjoncturel ou circonstanciel. Ensemble, ils composent un message implicite adressé à la région. Il est possible de modifier la répartition de la valeur sans interrompre brutalement les flux économiques. Ce glissement change aussi la nature des réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne considèrent plus le Burkina Faso comme un cas isolé, mais comme un précédent potentiel dans un Sahel confronté à des contraintes économiques similaires. La réforme devient alors un point de référence politique autant qu'économique. À mi-parcours, la question n'est plus seulement de savoir si les chiffres tiennent, mais si cette méthode peut redessiner durablement les rapports de force sans provoquer de nouvelles fractures. Les effets de la réforme se lisent désormais de manière différenciée selon les acteurs concernés. C'est dans cette diversité que sa portée réelle apparaît. Pour l'État, la conséquence immédiate est à la fois budgétaire et symbolique. Les recettes annoncées, culminant à 18 milliards de dollars sur une année, sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles permettent de desserrer certaines contraintes budgétaires
est de renforcer l'autorité administrative en donnant à l'État l'image d'un gestionnaire actif capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Sous Ibrahim Traoré, cette posture renforce la légitimité interne, mais elle accroît aussi les attentes de résultats durables et vérifiables. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles. Certaines y voient une source d'incertitude juridique et un risque pour la prévisibilité des investissements à long terme. D'autres, au contraire, interprètent ce resserrement comme une clarification tardive, susceptible de réduire des zones grises longtemps tolérées. En parallèle, des acteurs économiques, locaux et régionaux gagnent en visibilité. Ils sont présentés comme des partenaires potentiels dans un modèle où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues de transparence et de conformité. Ce rééquilibrage ne signifie pas la disparition du capital étranger, mais une redéfinition progressive des rapports de force économiques. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates, mais potentiellement plus sensibles sur le moyen terme. Les autorités lient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont associés à la création d'emplois et à une dynamique économique locale plus visible. Toutefois, ces bénéfices restent inégaux et fortement dépendants de la capacité de l'État à transformer des flux financiers en amélioration concrète du quotidien. L'écart entre la promesse affichée et la perception réelle demeure une variable décisive pour l'adhésion sociale. Et l'impact dépasse le cadre national. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs de gestion des ressources. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des richesses naturelles. Cette émulation potentielle nourrit à la fois l'espoir d'un renforcement régional et la crainte de tensions accrues avec certains partenaires internationaux. Sous Ibrahim Traoré, l'or n'est plus seulement une source de revenus, il devient un vecteur de redistribution, de crédibilité politique et de projection régionale. Reste alors une interrogation centrale. Ces effets différenciés peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres économiques et géopolitiques ? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cadrer les choix, les risques et les conditions qui orienteront l'évolution de la réforme. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Les mesures engagées se poursuivent sans accélération majeure ni recul visible. Les recettes issues de l'or demeurent élevées sans battre de nouveaux records, tandis que la production se maintient à un niveau proche de celui annoncé. Les audits deviennent routiniers, intégrés dans des procédures administratives régulières et la renégociation des contrats s'institutionnalise. Les relations avec les investisseurs étrangers restent prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans transformer en profondeur la structure économique. La souveraineté s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant, mais encore largement dépendant de la cohérence dans l'exécution. Un scénario plus optimiste suppose une extension maîtrisée de la réforme. Si la crédibilité des chiffres se renforce et si la production continue de progresser sans rupture opérationnelle, les revenus miniers pourraient alimenter plus largement les investissements publics. Les infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation, deviendraient des vitrines visibles de la redistribution. Dans cette hypothèse, la souveraineté économique cesserait progressivement d'être perçue comme un facteur de risque pour devenir un argument d'attractivité. Les partenariats se diversifieraient avec un poids accru des acteurs locaux et régionaux, réduisant la dépendance à un nombre restreint de multinationales. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario repose sur une condition clé: convertir des recettes élevées en résultats tangibles, mesurables et socialement perceptibles. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une montée des tensions.
Des pressions géopolitiques, des sanctions potentielles ou un durcissement des relations financières pourraient freiner les flux d'investissement et compliquer les opérations minières. Dans ce contexte, la production serait affectée, les recettes deviendraient plus volatiles et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Si ces contraintes se prolongent, une tentation de réajustement rapide, voire de compromis défensif, pourrait émerger, affaiblissant la cohérence initiale de la démarche. Ces trois trajectoires partagent un point commun, elles dépendent moins des annonces que de la constance dans l'application. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions plutôt qu'en certitude permet d'évaluer les choix sans les figer. La question décisive demeure ouverte. Quelles variables l'État peut-il réellement maîtriser pour orienter la trajectoire la plus soutenable ? À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et commence à toucher des cercles sociaux précis, chacun avec des attentes distinctes et des marges de manœuvre inégales. Un premier groupe concerne les travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière. Pour eux, l'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État, en particulier les exploitations de plus petite échelle mises en avant comme relais locaux, sont présentés comme des opportunités nouvelles là où les grandes mines industrielles laissaient peu de retombées visibles. Si ces dispositifs se maintiennent, ils peuvent offrir des perspectives locales plus durables. Mais ces effets restent fragiles, dépendant de la continuité des financements et des conditions de sécurité sur le terrain. Un second groupe regroupe les entrepreneurs, cadres et agents du secteur public. Pour eux, la réforme est avant tout une question de règles. La multiplication des audits, la clarification des cadres fiscaux et la renégociation des contrats modifient des habitudes anciennes. Certains y perçoivent une contrainte supplémentaire, synonyme de coût et d'incertitude à court terme. D'autres y voient une amélioration de la lisibilité économique susceptible de réduire les zones grises et de restaurer une forme de prévisibilité. Dans cette optique, la cohérence de l'application devient déterminante. Des règles strictes mais stables peuvent, avec le temps, remplacer la méfiance par un calcul rationnel. Un troisième groupe plus large englobe les citoyens urbains et les jeunes. L'impact est ici largement symbolique. Le discours sur la récupération des ressources nourrit une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale, un signe que l'État reprend la main, mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de s'essouffler. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité, mais réel. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques, soutenir des initiatives locales sont des leviers modestes mais cumulables. La réforme n'impose pas l'adhésion, elle invite à une vigilance active face aux résultats. Pour que la réforme dépasse l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs vérifiables. La première étape consiste à consolider durablement le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et prévisibles, avec des équipes dédiées, des calendriers publics et des critères homogènes. L'objectif est d'éviter le retour des sous-déclarations et d'inscrire la transparence dans une routine administrative plutôt que dans une campagne ponctuelle. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme la condition de base de toute crédibilité future. La deuxième étape porte sur l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'OU de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette orientation suppose des mécanismes de suivi budgétaire clairs et accessibles. Le critère de réussite ne se limite pas au montant collecté, mais à la traçabilité entre recettes minières et projets effectivement financés, livrés et observables. C'est sur ce lien que se jouera la perception publique de la réforme. La troisième étape concerne le renforcement des capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, juridiques et financières solides. La feuille de route évoque la formation continue des agents publics, la stabilisation des équipes et la capitalisation des savoirs acquis lors des audits. Ici, le succès se mesure moins par des annonces que par la continuité et la montée progressive en expertise locale.
Vient ensuite l'élargissement encadré des partenariats. Sans renoncer au contrôle, l'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux tout en maintenant des exigences élevées de transparence. Enfin, la réforme doit s'inscrire dans le temps politique, transformer une décision de rupture en norme administrative durable. Si ces règles survivent aux pressions et aux cycles conjoncturels, la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique. La boucle se referme sur les mêmes lieux évoqués plus tôt. Des concessions auditées, des chiffres recomptés, des sites miniers longtemps perçus comme lointains et abstraits. Ces espaces deviennent peu à peu des repères concrets d'un changement de posture. Ils incarnent la promesse initiale, transformer une ressource invisible dans les comptes publics en fondation politique tangible. Le motif n'est pas un slogan répété, mais une pratique qui s'installe par la répétition des contrôles, des arbitrages et des corrections. Ce rappel du terrain donne une clé de lecture plus émotionnelle, sans rompre avec la logique factuelle. Ce qui se joue n'est pas une victoire définitive, mais un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'export ou à travers des volumes produits. Il est intégré dans un récit de capacité d'action, de responsabilité publique et de crédibilité administrative. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation est racontée non comme un aboutissement, mais comme un processus encore exposé aux limites internes et aux pressions extérieures. C'est précisément cette fragilité assumée qui donne sa cohérence à l'ensemble. Les chiffres, même impressionnants, ne suffisent pas eux seuls. Ils doivent s'ancrer dans des routines compréhensibles, observables et reproductibles. L'émotion naît de cette tension constante. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main sur son destin économique, de l'autre, la conscience que cette reprise reste conditionnelle et réversible. Alors une phrase s'impose, simple et sans emphase. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette trajectoire n'appelle ni adhésion immédiate, ni rejet réflexe. Elle invite surtout à une attention soutenue, presque méthodique, à la manière dont une ressource stratégique est redéfinie dans le temps. Suivre cette expérience, c'est accepter une part d'incertitude. Les chiffres peuvent convaincre un moment, les récits peuvent mobiliser, mais seuls des résultats répétés et visibles ancrent durablement la confiance. Transparence réelle, usage traçable des recettes, amélioration perceptible des services publics. Ce sont ces signaux concrets qui permettront d'évaluer la cohérence du modèle au-delà des annonces. Le cas burkinabé dépasse ainsi le secteur minier. Il interroge la manière dont une société juge la légitimité de ses choix économiques, la patience qu'elle accorde aux transformations structurelles et le seuil à partir duquel l'attente se transforme en exigence. Sous Ibrahim Traoré, l'or devient un révélateur, non seulement de rapports de force économique, mais aussi de la relation entre promesses politiques et preuves matérielles. Rien n'est figé. Le débat ne se ferme pas ici. Il commence à mesure que les effets se déploient et que les contraintes s'affirment. Observer, questionner, confronter les discours aux faits devient une responsabilité partagée. Alors, selon vous, ce type de modèle peut-il s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence face aux pressions économiques et géopolitiques? Ou restera-t-il un moment singulier dans une trajectoire plus longue?